Ce qui est en bas reflète ce qui est en haut, et ce qui est en haut reflète ce qui est en bas. Pour accomplir les merveilles de l'unité primordiale. La tablette d'émeraude est l'un des fragments d'histoire les plus énigmatiques, un texte bref mais profondément percutant, capable de façonner des siècles de pensée. Ses origines se perdent dans des mystères fascinants, émergeant le plus clairement dans les traditions alchimiques arabes médiévales. Cependant, son essence renvoie à des connaissances encore plus anciennes, comme si le temps n'était pas une barrière, mais un fleuve qui transmet son message. Cette fluidité n'est pas fortuite, elle permet au tableau de transcender la simple relique historique et de devenir un symbole vivant et palpitant. Attribuée à Hermès Trismégiste, figure qui unit le dieu grec Hermès au sage égyptien Thoth, la tablette fonctionne comme un point de rencontre entre la sagesse antique des temples et les systèmes philosophiques qui se sont développés plus tard. Le nom même de Trismégiste, 3 fois grand, révèle sa nature globale, maître du physique, du mental et du spirituel. Ses enseignements ne se limitent pas à un seul domaine mais englobent l'intégralité de l'expérience humaine. Le chemin vers nous n'était pas linéaire. La tablette a emprunté des routes sinueuses, traversant les traductions et les cultures, jusqu'à prendre sa forme définitive dans les versions latines au XIIe siècle, en Espagne, où la rencontre des peuples et des idées a dynamisé la pensée ésotérique occidentale. Ces traductions sont devenues la base sur laquelle les alchimistes et les érudits hermétiques ont bâti leurs théories au fil des siècles. Ce qui fait de The Emerald Tablet un texte si durable est sa vision intégrée. Il ne sépare pas la cosmologie, la psychologie et le développement spirituel, mais les unit en un système cohérent. Son principe central, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, résonne depuis des siècles, trouvant écho à la fois dans le mysticisme et dans la science. Il répond à une quête éternelle. Comment concilier existence matérielle et sens transcendantal? Il ne s'agit pas ici de l'étude d'une curiosité historique, mais d'une immersion dans un document vivant, dont les formules alchimiques ne cessent de transformer la conscience humaine. Comme tout grand voyage, notre objectif n'est pas seulement de comprendre intellectuellement, mais d'atteindre une perception plus profonde, qui unit la pensée, l'émotion et l'intuition. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu suscite votre intérêt, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et profitez-en pour faire connaissance avec une autre chaîne dans laquelle je suis impliqué, Folkes of Your OMN, le narrateur. Là, on plonge dans l'histoire, notamment la Renaissance, à la rescousse de trésors oubliés. Le lien est dans la description. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Malgré sa brièveté, la tablette d'émeraude contient une densité de signification qui a alimenté des siècles de réflexion. La version qui a le plus influencé l'ésotérisme occidental dit « vrai, sans mensonge, juste et très vrai ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les merveilles de l'unique. Et de même que toutes choses sont venues de l'un, par la médiation de l'un, de même toutes choses sont nées de cette seule chose par adaptation. Les merveilles du monde. Sa puissance est parfaite si elle est convertie à la terre. Ainsi vous obtiendrez la gloire de l'univers entier. C'est la force de toutes les forces, car elle conquiert toute subtilité et pénètre toute solidité. C'est pourquoi d'innombrables merveilles surgissent, car c'est pourquoi je m'appelle Hermès Trismégiste, car je possède les 3 parties de la sagesse de l'univers. Ces mots apparemment simples portent des couches de sens qui se chevauchent. Chaque phrase fonctionne comme un cristal qui, immergé dans la contemplation humaine, se développe en structure conceptuelle complexe. Le texte est économe en mots, mais généreux en signification. Chaque terme ou expression active des constellations entières d'idées. Nous commençons par une déclaration catégorique de la vérité, vrai, faux, certain et très vrai. Il ne s'agit pas seulement de valider ce qui va suivre, mais aussi de souligner une vérité plus profonde qui transcende les perspectives relatives et les circonstances passagères. La répétition et le renforcement, certain et très vrai, suggèrent que ce qui suit n'est pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité fondamentale, dont dérivent toutes les autres. Cette ouverture n'est pas un simple dispositif rhétorique, elle prépare le lecteur à une qualité d'attention différente, une réceptivité qui dépasse la pensée discursive ordinaire. Le texte ne se présente pas comme une philosophie comparable aux autres, mais comme la révélation de principes qui soutiennent la réalité manifeste elle-même. Cela fonctionne comme un diapason, alignant la conscience du lecteur sur la fréquence nécessaire pour capturer ce qui va suivre. Au cœur de la tablette d'émeraude se trouve son principe le plus célèbre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les merveilles de l'unique chose.
Cette formulation élégante, souvent résumée par « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », n'est pas seulement une phrase poétique mais un principe cosmologique qui a trouvé un écho pendant des siècles dans le monde spirituel et scientifique. Mais que signifie exactement cette correspondance entre haut et bas? À son niveau le plus immédiat, cela suggère une relation miroir entre les royaumes célestes et terrestres. Les mouvements des étoiles et des planètes reflètent et influencent les modèles d'existence terrestre. Cette correspondance cosmique était à la base de l'astrologie traditionnelle, où la position des corps célestes résonnait dans les affaires humaines par le biais de connexions sympathiques. Mais le principe va bien au-delà de cette interprétation astronomique. Le « dessus » et le « dessous » peuvent être compris dans de multiples dimensions, le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'être humain, les domaines spirituels et matériels, l'idéal et le réel, le monde intérieur de la conscience et le monde extérieur des formes, le tout et la partie. La loi de correspondance propose que la réalité soit cohérente à toutes les échelles, que les mêmes modèles, lois et rythmes se manifestent à tous les niveaux de l'existence. Au lieu d'un univers fragmenté, avec des domaines séparés fonctionnant selon des principes distincts, la vision hermétique présente un champ unifié, où les mêmes dynamiques fondamentales s'expriment partout. Et la capacité de transformer le potentiel en forme concrète. Lorsque le soleil rayonne, la lune absorbe, reflète et dessine les contours, c'est le principe qui convertit la lumière pure en images, rêves et structures tangibles. En termes psychologiques, il représente l'esprit subconscient, réservoir de souvenirs, de symboles et de modèles qui donnent un sens à l'expérience humaine. C'est le ventre créatif où naissent les idées avant de naître dans le monde matériel. Le vent, porté dans le ventre de la Lune, symbolise le principe de mouvement, de transformation et de communication entre les royaumes. Associé à l'air, à la respiration et à l'esprit, c'est le souffle qui anime la matière, l'agent qui distribue l'énergie vitale et relie les contraires. Le vent non seulement transporte, mais aussi dissout et renouvelle, c'est la force qui brise les structures rigides pour permettre de nouvelles configurations. En alchimie, il correspond au mercure philosophique, médiateur fluide qui unit des éléments apparemment incompatibles. En termes humains, il représente la pensée, la parole et la capacité de transcender les limites par le langage et l'inspiration. La terre, enfin, est la nourrice qui nourrit, le principe d'épanouissement et de stabilité. Associé à la solidité, à la forme et à la manifestation physique, il est le réceptacle final où se cristallisent toutes les énergies antérieures. Mais ce n'est pas un élément passif, c'est la matrice vivante qui transforme le subtil en dense, l'abstrait en concret, le potentiel en réalité. En alchimie, cela correspond au sel, substance qui préserve l'essence même lorsque les formes se décomposent. Pour l'humain, il symbolise le corps, l'expérience sensorielle et la capacité à ancrer l'esprit dans le monde matériel sans perdre son lien avec l'ensemble. Ensemble, ces quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, ne sont pas seulement des composants physiques, mais des archétypes dynamiques qui décrivent les étapes de la création et de l'évolution. Ils révèlent que la manifestation n'est pas un processus linéaire, mais cyclique, l'énergie se dilate, soleil, se condense, lune, se déplace, vent, et s'installe, terre, puis se dissout et recommence. Cette danse élémentaire est ce qui permet à l'un de s'exprimer dans le multiple sans jamais se fragmenter, car chaque forme porte en elle l'écho de son origine. Ce qui rend cette vision si puissante, c'est son applicabilité universelle. Que ce soit en alchimie, en astrologie, en médecine traditionnelle ou en art, les mêmes principes se répètent, le feu de la passion qui se transforme en action, l'eau de l'émotion qui façonne la personnalité, l'air de l'intellect qui articule les idées, la terre du corps qui les réalise. Même dans la science moderne, nous trouvons des parallèles surprenants, l'énergie qui se transforme en matière, les ondes qui se propagent dans le vide, les champs quantiques qui donnent naissance aux particules. La correspondance n'est pas une métaphore poétique, mais une clé pour déchiffrer le langage caché de la réalité. Pour ceux qui cherchent à comprendre leur place dans ce grand tissu relationnel, l'étude des éléments offre une carte pratique. En observant comment le feu se manifeste dans votre vie sous forme de passion, de créativité ou de volonté, vous reconnaissez le principe solaire à l'œuvre. En remarquant comment vos émotions circulent et se transforment, vous identifiez l'influence lunaire. Lorsque vous remarquez comment vos idées circulent et connectent les personnes, les expériences et les concepts, vous êtes témoin du vent en mouvement. Et quand vous voyez comment vos projets se concrétisent, vos rêves se réalisent et vos efforts portent leurs fruits, vous contemplez la Terre donnant forme à l'invisible. Plus qu'un système de classification, les éléments sont des portails vers une transformation consciente.
Lorsque vous apprenez à les équilibrer en vous-même, vous cessez d'être un spectateur passif des forces de la nature et devenez un co-créateur actif. Un excès de feu peut brûler, mais son absence paralyse, un déséquilibre hydrique peut se noyer ou se dessécher, le vent se disperse trop, tandis que son absence étouffe, atterrir dans des prisons excessives, mais son manque empêche sa réalisation. La maîtrise ne consiste pas à les éliminer, mais à les harmoniser tout comme l'alchimiste recherche l'équilibre entre le soufre, le mercure et le sel, ou l'artiste combine les couleurs, les formes et les rythmes pour créer une œuvre vivante. Cette harmonie n'est pas un état statique, mais un mouvement continu d'adaptation. La vie est un flux constant d'expansion et de contraction, de lumière et d'ombre, d'action et de réceptivité. Ce que la tablette d'émeraude nous enseigne, c'est que ces opposés apparents ne sont pas contradictoires, mais complémentaires comme le jour et la nuit, l'inspiration et l'expiration, la systole et la diastole du cœur. La véritable magie ne consiste pas à choisir un camp, mais à danser entre eux, en reconnaissant que chaque polarité contient le germe de son homologue. Et c'est précisément cette danse qui nous amène au principe suivant: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les miracles d'une chose. Cette maxime n'est pas une description passive de la réalité, mais un appel à l'action. Si le macrocosme et le microcosme se reflètent, alors chacun de nos actes se répercute à tous les niveaux de l'existence. Un choix conscient sur le plan matériel peut déclencher des transformations sur le plan spirituel, un changement intérieur peut reconfigurer le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des participants actifs au réseau de la création, et la clé de cette participation est de reconnaître que chaque fragment, aussi petit soit-il, contient le tout. Les opposés n'est pas une simple somme, mais une synthèse alchimique, un troisième état qui transcende et préserve les qualités des deux. Ce qui semblait auparavant contradictoire s'avère complémentaire, la légèreté du ciel et le poids de la terre, l'expansion de l'esprit et le caractère concret de la matière, l'éternel et l'éphémère. Cette union génère une nouvelle force, une énergie qui n'appartient exclusivement à aucun des deux pôles, mais émerge de la tension créatrice entre eux. C'est comme l'arc qui, en tendant la corde, lance la flèche plus loin que n'importe quelle impulsion isolée ne pourrait l'atteindre. Ce mouvement cyclique n'est pas un simple retour, mais une évolution. Chaque ascension élève la conscience à des niveaux plus subtils, et chaque descente apporte avec elle la sagesse accumulée, enrichissant l'expérience matérielle. Il ne s'agit pas de répéter les mêmes pas, mais de danser une spirale ascendante, où chaque tour approfondit la compréhension et élargit la capacité d'agir. L'alchimiste ne cherche pas à échapper au monde, mais à le transfigurer, et cette transfiguration n'est possible que lorsqu'on reconnaît que le divin et l'humain, l'invisible et le palpable sont les phases d'une même réalité. L'intégration des puissances du haut et du bas n'est pas un état statique, mais un processus dynamique, une danse continue entre expansion et contraction, entre le ciel qui inspire et la terre qui soutient. C'est dans cet équilibre instable que réside la véritable maîtrise, non pas dans la rigidité de ceux qui s'accrochent à un extrême, mais dans la fluidité de ceux qui naviguent entre eux avec conscience. L'hermétisme ne propose pas de formule toute faite, mais une invitation à participer activement à cette danse, à devenir un canal vivant entre les royaumes, un point de rencontre où le sacré se manifeste dans l'ordinaire. Et c'est là que réside le secret le plus profond: la transformation n'est pas une destination à atteindre, mais une manière d'être au monde. Il ne s'agit pas de dominer les éléments, mais de se reconnaître comme faisant partie d'eux, un microcosme qui reflète le macrocosme, un être qui, en s'harmonisant avec les rythmes universels, devient capable de se recréer et de recréer son environnement. La véritable alchimie ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans la vie de tous les jours, dans les choix que nous faisons, dans les relations que nous entretenons, dans la façon dont nous habitons notre corps et notre esprit. Chaque acte conscient est un acte alchimique, chaque respiration une opportunité d'affiner la matière première de l'existence. Ce qu'Esmeralda nous révèle finalement, c'est que séparation et union ne sont pas des étapes opposées, mais des moments d'un même mouvement. Séparés pour discerner, unissez-vous pour transcender. Et ce faisant, nous découvrons que la pierre philosophale n'est pas un objet à trouver, mais une qualité de perception, la capacité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'éternel dans le transitoire, le divin dans l'humain. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'être de simples spectateurs de la création et devenons ses co-créateurs, tissant de nos propres mains les fils invisibles qui relient toutes choses. L'alchimie apparaît comme un phare, éclairant un chemin qui ne nie ni la matière ni l'esprit, mais les entrelace dans une danse sacrée. Il ne s'agit pas de rejeter les progrès de la science ou les idées de la spiritualité, mais de reconnaître que les deux sont les deux faces d'une même médaille, la recherche de la vérité qui se trouve au-delà des apparences.
Le matérialisme radical réduit l'existence à des équations et des particules, tandis que le fondamentalisme religieux l'emprisonne dans des dogmes immuables. L'herméneutique alchimique propose cependant quelque chose de plus audacieux, une synthèse vivante, où la raison n'est pas l'ennemi de l'intuition, ni la foi antagoniste au questionnement. Dans ce territoire fertile, la science moderne et la sagesse ancienne se rencontrent à des moments surprenants. La physique quantique, avec ses paradoxes de particules qui sont aussi des ondes, d'observateurs qui façonnent la réalité, fait écho au principe hermétique selon lequel ce qui est en haut est tel en bas. Les neurosciences, en cartographiant les mystères de la conscience, se rapprochent de l'alchimie psychologique de Jung, révélant comment les symboles émergent de l'inconscient pour guider la transformation. Même l'intelligence artificielle, lorsqu'elle tente de reproduire des modèles humains, nous oblige à nous demander « qu'est-ce que l'esprit, après tout ?» Et cette question ne serait-elle pas le cœur du grand œuvre, la quête de compréhension de l'essence qui anime la matière et transcende le temps? Le véritable défi, cependant, n'est pas de théoriser ces liens, mais de les expérimenter. L'alchimie n'est pas un système de croyance, mais une pratique, une invitation à plonger dans les profondeurs de l'être et à émerger avec une conscience renouvelée. Lorsque nous nous permettons d'observer le monde avec des yeux alchimiques, même l'acte le plus simple devient un rituel sacré. Le petit déjeuner cesse d'être une simple routine et se révèle comme un symbole de transmutation, grain grillé, eau bouillante, vapeur montante, une danse d'éléments qui reflète le cycle de la création lui-même. La relation avec l'être cher, auparavant considérée comme un simple fait social, devient le miroir de l'union des contraires, où les différences se complètent et les conflits deviennent des opportunités de croissance. Même l'échec, ce fantôme qui hante la modernité, en vient à être considéré comme le nigredo, la phase sombre qui précède la purification, le chaos nécessaire à l'émergence d'un nouvel ordre. Et c'est précisément cette capacité à voir du sens là où d'autres ne voient que le hasard qui définit l'adepte. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la complexité de l'existence, mais de reconnaître que même la souffrance peut être un catalyseur de transformation. L'alchimie ne promet pas une vie sans défis, mais elle offre une clé pour les déchiffrer, comprendre que chaque expérience, aussi ardue soit-elle, est un échelon sur l'échelle qui mène à la sagesse. Lorsque nous sommes confrontés à une perte, nous ne sommes pas seulement en deuil, on nous demande de dissoudre les anciennes structures afin que quelque chose de nouveau puisse naître. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous ne sommes pas seulement indignés, nous sommes appelés à agir en tant qu'agents d'équilibre, rétablissant l'harmonie là où elle a été rompue. Le monde contemporain, avec sa rapidité frénétique et son obsession de l'immédiat, nous fait souvent oublier que la véritable évolution est un processus lent, cyclique et organique. L'alchimie nous rappelle que la précipitation est l'ennemi de la profondeur, que la transformation demande de la patience, de la persévérance et surtout du courage. Courage pour affronter les ombres qui nous habitent, courage pour remettre en question les certitudes qui nous ont été imposées, courage pour embrasser l'inconnu comme un terrain fertile et non comme un abîme. Et surtout le courage de reconnaître que le voyage n'a pas de fin définitive, que le grand œuvre est en fait une œuvre en mouvement constant, un devenir éternel où chaque cycle nous rapproche un peu plus de cette clarté qui dissout toutes les obscurités. Ainsi, lorsque le texte hermétique affirme que « vous obtiendrez la gloire de l'univers entier », il ne promet pas une récompense lointaine, mais révèle une possibilité immanente, que chacun de nous, ici et maintenant, puisse s'éveiller aux merveilles de l'existence. Non pas en spectateur passif, mais en participant actif à la danse cosmique tissant, à chaque choix, à chaque souffle, les fils invisibles qui relient le visible à l'invisible, le fini à l'infini. Et dans cet acte de création continue, nous avons découvert que la pierre philosophale n'était cachée nulle part à l'extérieur, mais était toujours en nous, attendant juste que nous soyons prêts à la reconnaître. La pensée hermétique nous offre une alternative qui embrasse, avec la même intensité, l'observation empirique et la vision métaphysique. La tablette d'émeraude ne nous demande pas de choisir entre la raison et l'intuition, mais de les tisser ensemble comme les fils d'une même tapisserie où la rigueur de la science trouve résonance dans le symbolisme vivant de l'expérience. Son langage n'est pas un code à déchiffrer, mais un miroir qui reflète, à chaque époque, les questions les plus urgentes de l'âme humaine. Et c'est précisément cette ouverture qui la rend éternelle. Ces paroles ne vieillissent pas parce qu'elles ne visent pas à donner des réponses définitives, mais à éveiller de nouvelles questions, plus profondes, plus essentielles. S'engager avec la tablette, c'est comme entrer dans un laboratoire où l'acte même de questionnement fait déjà partie de la transformation. Il ne s'agit pas d'accepter des dogmes, mais de permettre à leurs images énigmatiques le « comme en haut, ainsi en bas », l'unité du macro et du microcosme d'infiltrer notre perception jusqu'à ce que le monde qui nous entoure commence à révéler ses correspondances cachées. Soudain,
la chute d'une feuille d'automne n'est plus seulement un événement physique, mais un écho du cycle de mort et de renaissance qui traverse chaque cellule de notre corps. L'ascension d'une montagne n'est pas seulement un défi géographique, mais le symbole de l'ascension intérieure qui nous amène à transcender nos propres limites. Ce point de vue ne nie pas la science, cela l'agrandit. Alors que la méthode scientifique nous apprend à découper la réalité en parties mesurables, l'hermétisme nous rappelle que le tout est toujours plus grand que la somme de ses fractions. Et c'est dans cet espace entre le quantifiable et l'ineffable que réside la vraie magie, la capacité de réaliser que ce que nous appelons « réalité » est, en fait, un tissu de signification en mouvement constant, où chaque geste, chaque pensée, chaque émotion se répercute en couches qui vont du personnel au cosmique. La tablette ne nous propose pas une carte, mais une boussole. Il ne nous dit pas quoi trouver, mais comment le chercher. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en suivant ces indices, on découvre que le laboratoire alchimique n'est pas quelque part très loin, mais ici même, entre nos mains, dans nos choix, dans notre façon de respirer, d'aimer, de créer. Le « grand œuvre » n'est pas une formule secrète, mais l'art de vivre en pleine conscience, reconnaissant que chaque instant est une opportunité de transmuer le plomb de la routine en l'or de la conscience éveillée. Ce voyage n'est pas linéaire. La tablette nous enseigne que la transformation se produit par cycle d'expansion et de contraction, de lumière et d'ombre, de mort et de renaissance. Il n'y a pas de progrès sans retour, pas de montée sans descente. Et c'est précisément cette danse entre les contraires qui nous libère de l'illusion que nous pouvons contrôler le processus. L'alchimie ne domine pas la matière, elle l'écoute, l'accompagne, l'accueille dans son potentiel. De la même manière, nous ne sommes pas les propriétaires de notre évolution, mais ces jardiniers arrosant patiemment les graines que nous portons déjà en nous. En fin de compte, la grande révélation de la tablette d'émeraude n'est pas un secret bien gardé, mais la simple et profonde prise de conscience que le ciel et la terre ne sont pas séparés. Ce sont les faces d'une même médaille, et c'est à nous, par nos actions quotidiennes, de manifester cette unité. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais de le sanctifier, de reconnaître que chaque plat lavé, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque moment de silence face au mystère est un acte alchimique, un pont entre le visible et l'invisible. Et donc, la tablette ne se termine pas en elle-même. Elle se déroule en nous, comme une question vivante: comment pouvons-nous, aujourd'hui, ici et maintenant, être les artisans de cette union? La réponse n'est pas dans les étoiles, mais entre nos mains.